Hey hey hey! Aujourd'hui, on va plonger dans les révélations choquantes contenues dans le documentaire sur Diddy, appelé Sean Combs The Reckoning ou L'heure des comptes en français. Produit par son ennemi juré 50 Cent et réalisé par Alexandria Stapleton, dispo sur Netflix. Même si tu connais tous les détails sur l'affaire Diddy, crois-moi quand je te dis que ce documentaire en rajoute une couche bien salé, comprenant énormément de preuves et de témoignages. Au fil des 4 épisodes, on y découvre des images et des audios encore jamais diffusés, y compris ces derniers instants avant de se faire arrêter en septembre 2024. De la création du personnage de Puff Daddy à la chute de Sean Combs, on assiste à tout. Et j'ai pris le temps de tout regarder pour faire un résumé pour les gens qui ne veulent pas ou n'ont pas le temps de regarder. Ain't nobody got time for that. Et surtout pour les personnes qui veulent en parler. Ce documentaire a fait un boucan pas possible jusqu'à la cellule de Diddy qui aurait pris le temps d'envoyer des fleurs funéraires à 50 comme réponse. Je suis Tendo et je suis là pour te conter l'histoire de tout ce qui brille. Let's go! Attention, trigger warning. Certaines images et certains propos contenus dans cette vidéo seront choquants, violents et ou à caractère schmexuel. Et j'utiliserai des fois le conditionnel pour certains faits car je ne suis pas là pour diffamer, mais pour raconter ce que j'ai vu et entendu, donc te voilà prévenu. Bon visionnage. Tout au long du documentaire, on suit Diddy à New York, quelques jours avant qu'il se fasse arrêter en septembre 2024. Des images inédites obtenues grâce à un vidéaste qui le filmait et le suivait constamment à sa demande. On voit comment il interagit avec ses avocats et quelles stratégies ils veulent adopter pour se défendre face aux médias et au grand public. Il a peur, il n'est pas confiant. C'est plus le brother love qu'on voit, mais un homme à terre. Il dira car il sait pertinemment que si tu ne contrôles pas ta narrative, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Dès le premier épisode, on entrevoit tous les intervenants qui vont prendre la place au fur et à mesure des épisodes. Un panel diversifié de personnes qui nous racontera Sean Combs à travers les âges et les époques. Son père fut un ancien assassiné à Central Park quand Diddy avait 2 ans. Quant à sa mère, elle était supposément mouillée dans des bails chelous et illégaux, lui permettant d'envoyer son fils à la Mount St. Michael Academy, une école privée catho à $10 000 l'année, et à l'université d'Howard, surnommée la Harvard noire, à $33 000 l'année. Via sa mère, Sean Combs a baigné dans du Donna Summer, des films du genre Black Exploitation, dont les héros sont souvent des gangsters et des macs noirs. De plus, sa mère a adoré organiser des fêtes à foison avec des pimps, des dealers et des voyous du quartier. Sean était goofy, tout maigrichon et se faisait harceler. Et sa mère lui disait « Fais en sorte que ces personnes ne te touchent plus jamais ». Sa mère le battait et n'avait aucune pitié. À 19 ans, il savait qu'il voulait être dans l'industrie de la musique. Dès 89, il apparaît dans plusieurs clips musicaux en tant que figurant. Après avoir impressionné André Harrell, le fondateur d'Uptown Records, un des plus gros labels hip-hop, ce dernier lui donne sa chance via un stage. Il s'est vite rendu indispensable auprès d'André. Il est devenu son protégé et ont même fini par vivre ensemble pendant un temps. Sean, sur le côté, organisait des soirées très populaires, les Daddy's House, car il n'était pas assez payé par André. C'est là qu'il commence à se faire appeler Puff Daddy. Joy Dickerson Neal racontera qu'elle a rencontré en 91 en soirée et qu'il aurait drogué et filmé l'acte horrible pour le montrer sur grand écran pendant ses soirées. Je pense que ce gars n'a jamais fait de soirée normale parce qu'il sait pas à quoi ça ressemble. Parce qu'en plus de ça, il allait à des soirées bizarres où des criminels bizarres montraient sur grand écran leurs ébâches sexuelles. Et il s'est clairement inspiré de ces soirées bizarres pour le faire aussi à son tour. Joy ne s'en rappelait même pas. Elle l'a su car d'autres personnes qui ont vu la vidéo lui ont dit et montré. Et à Skip, ce n'était pas la première fois qu'il faisait ça à une jeune femme. Elle l'a confronté par rapport à ça et lui, il s'est mis à genoux en disant qu'il ne pourrait jamais faire quelque chose de la sorte. Elle demanda de l'aide autour d'elle, mais les gens refusaient en prétextant qu'ils ne pouvaient pas l'aider car il ne pourrait plus aller à ses soirées. De détraquer. En 2023, elle a enfin le courage de porter plainte contre lui. La plainte est toujours en cours actuellement. En 91, il organisa un match de basket à Harlem au gymnase du City College. La capacité du gymnase était de 2730 personnes, mais plus de 5000 personnes ont essayé de s'y introduire tellement l'événement était hypé. Ça s'est terminé en drame et 9 personnes sont mortes. Le pire, c'est qu'après cette tragédie, il est devenu encore plus
connu, car les médias ne faisaient que parler de ça. Il n'a eu aucune accusation criminelle en son encontre, bien que plusieurs poursuites ont été déposées. Tu remarqueras que dès qu'il y a une tragédie horrible autour de lui, il devient encore plus célèbre, puissant et riche. Il monte les échelons chez Uptown Records en commençant par s'occuper du groupe Jodeci, puis de Mary J. Blige. En 92, toujours chez Uptown, il signe Notorious B.I.G. aka Biggie. Mais l'ancien stagiaire prend un peu trop la confiance à vouloir prendre la place du roi. Alors, André le vire. C'est pourquoi Puff prend la décision de créer Bad Boy Records. Il obtient un deal à $10 millions avec Clive Davis, le fondateur d'Arista. Il donne 75% des parts de Bad Boy à sa mère et le reste à Kirk Burroughs, son bro de toujours, qui deviendra le PDG de la société. Pourquoi a-t-il fait ça et était-ce de gaieté de cœur? Alors là, loin de là. Il a fait pour ne pas payer les victimes du City College la catastrophe qui l'a rendu célèbre. C'est tout. C'est l'unique raison. En 93, André lui laisse Biggie qui le signe dans son label. Il signera juste après Craig Mack. Il faut savoir qu'au départ, Biggie et Tupac étaient des amis et ça, c'était bien connu. Sean, à côté, était envieux et jaloux de leur relation. Biggie, c'était son artiste, son BFF, sa chose. Tupac semblait un peu trop présent à son goût. Un jour de 94, Tupac vient enregistrer à New York au Quad Studio. Cependant, dans ce même studio, quelqu'un tire 5 fois sur Pac. Selon la version officielle des faits, il s'agit de voleurs. Mais selon Tupac, il s'agit d'un traquenard signé Diddy. Ou en tout cas que Diddy est impliqué dans ce traquenard. I do believe so. I have proved things that I can say that will back up my claim. Pourtant, Diddy proclame son innocence. Après s'être fait tirer dessus, Tupac part en prison pour des accusations d'agression sexuelle. Et c'est en prison qu'il entend les bruits de couloir comme quoi Sean se vanterait de lui avoir tiré dessus. Surtout que Hushachia de Biggie sort quand Pac est en prison. Un diss track le visant sans vergogne, faisant référence à la fusillade au Quad Studio. Trop c'est trop. Tupac devient à partir de ce moment-là l'ennemi numéro 1 de Diddy et de Biggie. Pendant ce temps-là, Bad Boy complète son arsenal avec Faith Heaven, Total, 112 et Maze. Il aimait leur dire « je vais faire de toi une star ». Sa méthode, c'est qu'il les faisait signer et leur donnait leur avance, puis plus rien. Voilà, qu'une avance et c'est tout. André Harrell faisait ça, donc il fait pareil à son tour. Le studio dans lequel les artistes enregistraient appartenait à Diddy, mais il leur facturait tout de même les sessions. Les feats avec lui et les apparitions de sa grosse tête, là aussi les artistes traquaient. Le pire c'est que les artistes n'avaient pas le choix vu qu'ils s'incrustaient alone dans leurs clips et leurs chansons. Un jour, il menaça Kirk Burroughs, son bro de toujours, avec une batte de baseball afin qu'il lui rende ses 25%. En disant que t'inquiète, je rendrai ça plus tard. Lol. Kirk signa et n'aura plus jamais de part dans le label. Mais il ne se fera pas virer. Enfin, pas encore. Avant l'énorme succès de Bad Boy, il y a eu l'inspiration de Diddy, Death Row Records, créé par Suge Knight, avec comme artistes Dr. Dre et Snoop Dogg. Suge Knight était fortement intéressé par Craig Mack, et l'intérêt était plutôt réciproque. Craig n'était pas content de Sean. Lui était sans le sou, alors que Diddy se la coulait douce. La guéguerre entre Death Row et Bad Boy commença officiellement en 95 lors des Source Awards, où Suge a piqué Diddy en disant que Death Row c'est mieux, car il ne va pas s'inviter dans les clips des gens comme ça. Puis Diddy lui répondra qu'il ne faut pas se battre, et one love, peace man, enfin on n'est pas dans ça genre. Un move fake à mort. Le branding du gars qui ne répond pas ou qui répond one love, peace, one world, commence là, il ne l'a pas lâché depuis. Alors que la réalité est tout autre. Un mois après, dans une boîte à Atlanta, le garde du corps de Puff, avec Diddy à côté, aurait tué par balle un ami de Suge sous les yeux de ce dernier. Un move qui aurait été orchestré par Diddy lui-même. Et cet incident sera à l'origine de la guerre West Coast-East Coast. Avant ça, c'était juste une guerre entre labels. Et surtout, cette guerre entre les deux côtes n'existait même pas. Mais à partir de là, les choses ont pris une tournure dramatique. Diddy recrute des Crips comme sécurité et est très proche d'un certain Zip, un très haut placé du gang. Quant à Suge, il est avec les Bloods depuis la création de son label. Et
il veut sa vengeance. Suge prend le temps d'aller voir Tupac en prison et forme une alliance pour se liguer contre Diddy et le signe dans son label. Dans le documentaire, par contre, il y a une petite manipulation du récit, car on dirait que le titre Hushachia de Biggie est une réponse à Hit 'em Up de Tupac, alors que c'est bien Biggie qui a fait sa diss track en premier, en février 95. Tupac n'a fait que répondre l'année d'après, avec la diss track la plus violente et iconique de l'histoire du rap. En juin 96, sous l'ordre supposé de Diddy, qui proposait à n'importe quel creep $5,000 pour la chaîne d'un membre de Death Row, un total manque de respect dans la street, et un creep a réussi à le faire. Cet événement précipitera Tupac et Biggie tout droit vers leur mort. Et enfin, on a des preuves tangibles. Mais, je tiens quand même à préciser que les passionnés de hip-hop de ces années-là, et ou par exemple les personnes qui ont vu l'excellente série Unsolved, le savaient déjà depuis des années. Et j'ai bien dit depuis des années. Genre, c'est littéralement un secret de polichinelle à ce stade. Mais je trouve ça bien qu'il soit enfin révélé au grand public. Même si aucun jugement officiel n'a été rendu concernant cette affaire, car personne ne veut briser la loi du silence. C'est l'ancien policier Craig Gadding, en charge de l'affaire, qui a révélé les tenants et les aboutissants de son enquête. Le 7 septembre 96, après le match de Tyson au MGM à Las Vegas, le gars à qui ils ont volé la chaîne Death Row était avec Suge et Tupac. Et là, il voit qui? Le gars qui lui a volé sa chaîne, c'est-à-dire Orlando Anderson. Ni deux, il le dit à Tupac et Suge et toute sa clique et part se jeter sur Orlando pour le fracasser. Puis, quelques instants plus tard, sur la route pour aller voir performer Craig Mack, Tupac se fait assassiner dans un drive-by avec Suge à côté sorti indemne. Selon les preuves apportées par Gadding, c'est bien Orlando Anderson qui l'aurait tué, sous les ordres de son oncle Keffe D, un autre baron de la drogue affilié aux Crips. Le plus incriminant, c'est qu'on entend un audio encore jamais dévoilé de Keffe D admettant le meurtre auprès des investigateurs. Un audio datant de 2008. Pourtant, il n'a jamais été poursuivi pour ce qu'il a dit et fait, car en fait, en gros, ces infos faisaient partie d'un deal. Ce n'est pas fini car Diddy aurait proposé $1 million aux Crips pour tuer Suge et Tupac. Zip meurt d'un cancer en 2012 et Orlando se fait tuer dans une fusillade en 98. Par contre, et ça c'est une bonne nouvelle, en 2026, Keffe D sera enfin jugé pour le meurtre de Tupac. En 99, dans le son Muscle Game, Diddy ouvre sa grosse bouche comme il sait pas se la fermer pour dire ça. Un aveu, à mes yeux. En mars 97, Diddy emmène Biggie à Los Angeles pour finir son album Life After Death. Pourtant, ils ont été prévenus qu'il ne fallait pas qu'ils y posent ne serait-ce qu'un orteil là-bas. Mais ce n'est pas le problème de Diddy. Alors que Biggie devait partir à Londres ce jour-là, Diddy annule son voyage pour qu'il fasse la fête à LA. Le plus triste, et même si c'est un footage bien connu, ça restera à jamais triste. Biggie savait qu'il allait se passer quelque chose de terrible. Il devenait parano, faisait des cauchemars et sentait que quelqu'un voulait le tuer. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Des images inédites de l'instant où ils ont tiré et tué Biggie ont été diffusées dans le documentaire. Sans qu'on ne voit quoi que ce soit, parce que crois-moi que j'aurais bien coupé et parti regarder les Totally Spice. Parce que la vie, je suis une tape. La mère de Biggie, Voletta Wallace, qui n'aimait et ne respectait tout particulièrement pas Diddy, résumera très bien la situation. De vie perdue à cause de l'ego et de la bêtise humaine. On met bêtise en majuscule s'il vous plaît. Depuis la mort de Biggie, dans chaque article et publication, Diddy se portrayait comme son BFF, alors que c'est complètement faux. Car aucun BFF ne te laisserait payer tes propres funérailles. Oui, t'as très bien entendu. Il a fait en sorte que les funérailles de Biggie, son bro de toujours, soient payées par les revenus générés par Biggie lui-même. Et ça, c'est de la folie pure. Non, c'est carrément diabolique. Et puis il ose danser comme un fou lors de sa performance avec Sting pour chanter I'll Be Missing You. Une performance légendaire de base, au vu de l'histoire, mais maintenant elle pue du cul, voilà je l'ai dit. De plus, Biggie, juste avant son décès, avait renégocié son contrat. Puff a demandé à Kirk de falsifier son contrat après son décès pour qu'il soit plus avantageux pour le label. Kirk refusa et se fait virer dans la foulée. La mort de Biggie est une nouvelle stratégie qui propulsera Diddy dans un niveau stratosphérique. Il a abusé de chaque personne dans son entourage pour se tenir seul au sommet. Après la mort de Biggie, le visage de Bad Boy, ce n'était pas les artistes, mais uniquement
Didi. Un homme jaloux de ses artistes, car il a toujours voulu avoir leur talent artistique vu qu'il n'en a pas. Il a appris à rapper seulement parce qu'il a volé le flow de Mark Curry, un de ses artistes, qui était aussi son ghostwriter au passage. Voilà, il n'a jamais su rapper. Voici une très belle imitation. Hear my cries, hear me calls in the mirror. See my faults, see my errors, know my fault. Il était vraiment éclaté. Puff Daddy Hops. Link to a funk that you pump with mad props. I think the funky fly. Et ça, l'extrait où il rappe, c'est pas dans le documentaire, je l'ai rajouté pour que tu comprennes bien à quel point Mark l'imite à la perfection. Parlons de quelques femmes de sa vie. Pendant ses années en tant que stagiaire, il fréquenta Miss Hilton, une styliste avec qui il a eu Justin Combs et qui l'aurait battu même dans la rue, jusqu'au point où des inconnus devaient le séparer d'elle, tellement c'était violent. Puis il jonglait entre elle et Kim Porter, réceptionniste chez Uptown Records. Ensemble, ils ont eu Christian Combs et les jumelles Delilah et Jessie. Et il a aussi adopté le fils de Kim Porter et Al Besher, Quincy. Pour info, il a eu d'autres enfants pendant ses relations et après. Kim aurait aussi été battue. En plus de ça, le documentaire nous fait remarquer un petit détail que tu l'as vu aussi, je pense. Il a tendance à rencontrer ses petites amies quand elles sont en couple avec d'autres. Et ça ne l'arrête pas car quand Sean veut quelque chose, il l'obtient par tous les moyens. Et là aussi, tu peux penser à Lori Harvey, était la petite amie de son fils, ou même si elle était précédemment en couple avec l'un de ses ennemis, comme Sarah Chapman, l'une de ses baby mamas qui était sortie avec Tupac, ou carrément la baby mama de 50 Cent, Daphne Joy. En 99, il y a eu la fusillade dans une boîte de nuit à New York contre lui et son artiste Shine. Une victime, touchée par une des balles, a dit que c'est Didi qui lui avait tiré dessus et qui a dégainé en premier. Au procès, Didi se paye la star des avocats, Monsieur Johnny Cochran. En face, les avocats de Shine furent payés par Bad Boy Records et faisaient n'importe quoi pour faciliter l'acquittement de la partie adverse. Didi s'en sort libre, contrairement à Shine qui écope de 10 ans de prison. 8 mois auparavant, il demanda à Steve Stout, son exécutif, de stopper la diffusion du clip You Can Hate Now, car un pasteur lui a dit que c'était blasphématoire. Steve refusa. En réponse, Didi est venu avec ses gardes du corps et l'aurait assommé avec une bouteille de champagne, un téléphone et une chaise. Steve a eu sa mâchoire et un bras cassé. Pour éviter le procès, Didi a conclu un arrangement avec lui à hauteur d'1 demi-million. Début 2000, ces artistes comme 112, Maze, Total et The Lox sont fatigués de Puff et quittent le navire dès qu'ils comprennent la supercherie. C'est à ce moment que Making the Band fut lancé. Une télé-réalité sur MTV pour former un groupe. Un show très populaire à l'époque et qui était aussi diffusé en France. Et que je saignais personnellement. Grâce à ce show, on a eu Da Band, Danity Kane ou même Day 26. Ses talents étaient jeunes, naïfs, fans et très facilement impressionnables. Des cibles parfaites pour Didi. Aubrey O'Day, la vitrine de Danity Kane, a pris cher. Et toute personne qui a vu l'émission peuvent s'en rappeler. Tout aspect de sa vie devait être approuvé en amont par Didi et avait des attentes très particulières pour elle. Elle n'avait que 19 ans. Quand les caméras étaient éteintes, elle recevait des mails de lui extrêmement inappropriés. 6 mois après, elle se fait virer. Sûrement parce qu'elle ne répondait pas à ses avances. En 2006, Cassie entre dans la vie de Didi par le biais de Ryan Leslie qui était son petit ami et son producteur. Didi non seulement lui a volé son artiste Cassie en lui faisant signer un diabolique contrat pour enregistrer 10 albums, mais il lui a aussi volé sa petite amie, car elle deviendra par la suite d'abord sa maîtresse, puis l'officielle. Puff faisait vivre à Cassie la vie de princesse. Une vie qu'elle n'osait même pas imaginer. Elle était sa poupée et il décidait d'absolument tout pour elle. Mais il lui faisait aussi vivre un enfer. En 2009, le couple aurait fait appel à un gigot qui prend le temps de témoigner. Leur session durait plusieurs jours. Et c'était toutes les 2-3 semaines. Et faisait des sessions spéciales à chaque anniversaire de la mort de Biggie. Afin de tenir la cadence, ils étaient constamment sous drogue. Pourtant, il faut savoir qu'au départ, Didi ne touchait pas du tout à ça. Il touchait à rien, à vrai dire. Cependant, un jour de 96, il se retrouve avec des poignets coupés et prendra des Percocets pour se soigner. Mais à Skip, c'est cet incident qui sera à l'origine de son addiction aux drogues jusqu'à aujourd'hui. Pour Cassie, faire tout ça et être sous les ordres de Didi, c'était un tremplin pour sa carrière. Mais aux yeux de Didi, le seul boulot de Cassie, c'était être sa pute.
Quand elle désobéissait, il s'en prenait à elle. Quand elle essayait de fuir, il s'en prenait à elle. Comme on a pu le voir dans la fameuse vidéo où on comprend qu'elle essayait de fuir. Elle sort de la chambre pieds nus sans faire aucun bruit. Et ce psychopathe la rattrape en courant pour l'agresser sans crier gare et par derrière comme le lâche qu'il est. En 2023, Cassie porte plainte pour The You Know All, agression, violence et trafic sexuel. Didi accepte un arrangement à hauteur de 30 millions de dollars, comme pour Steve Stout. Pas le même montant, mais exactement le même type d'arrangement, afin d'éviter de porter l'affaire au tribunal pour ne pas divulguer des détails bien plus sordides au grand public. Mais il est trop tard pour ça. Grâce au courage et à la plainte de Cassie, plusieurs autres personnes ont porté plainte, comme Joy Dickerson-Neal ou même Dawn Richard, un tiers du groupe de Dirty Money dont faisait partie Didi. En tout, une centaine de plaintes au civil ont été déposées à l'encontre de Didi, dont 77 toujours en cours aujourd'hui. Les fédéraux interviennent car ça suit les conneries quand même. Pour se redorer une image, ils retournent à Harlem pour être au contact du peuple. Sauf qu'une scène bien choquante a été filmée. Il monte dans sa voiture, tout ça pour dire qu'il faut absolument qu'il se lave les mains et qu'il faut absolument qu'il prenne une douche bien comme il faut. Car il a touché des gens. Brother love, hein. En tout cas, c'est comme si il avait oublié les caméras et le caméraman qu'il a lui-même engagé. Son ancienne directrice de marque et assistante, Capricorn Clark, nous explique qu'elle était BFF avec la baby mama de Suge Knight. Quand Didi l'a appris, il l'a menacée à Central Park en pleine nuit avec son chef de sécurité. En 2011, elle était aussi amie avec Cassie et Cassie à ce moment-là fricotait sur le côté avec Kid Cudi. Capricorn savait que c'était une mauvaise idée. Elle lui a même dit « Didi peut te tromper, mais pas toi ma belle ». Puff l'a su et est venu armé pour kidnapper Capricorn afin d'aller tuer Cudi. Vraiment, il se croit dans un film. Heureusement, il n'était pas chez lui. Ensuite, Capricorn se fait virer parce qu'elle n'a pas dit à Didi pour Cassie et Cudi, puis fut bannie de l'industrie. Rodney Lil Rod Jones, artiste et producteur qui a travaillé sur le dernier album de Didi, raconte que Didi filmait constamment tout et possédait même des caméras cachées dans ses maisons. Et surtout, il se prenait littéralement pour Dieu. Un jour au studio, Didi, son fils Justin et un autre gars nommé G partent ensemble dans la pièce d'à côté. Puis, des tirs ont retenti. Quelques instants plus tard, Didi et son fils sortent tout fiers de la pièce. Lil Rod rentre ensuite dans la pièce et voit G par terre. Ni Didi ni son fils ont été inculpés de quoi que ce soit par rapport à ça. Son chef de la sécurité aurait géré la situation auprès de la police et des ambulances. En mode, il n'y a jamais eu de fusil ici. Vu que Didi était devenu un gatekeeper, un gardien de l'industrie, il avait un trop plein de pouvoir. Pour ça, les gatekeepers là, please, qu'on arrête ces conneries-là, s'il vous plaît. Tout le monde a fait comme si de rien n'était. Le moment où la relation entre Lil Rod et Didi a vraiment shifté, c'est le moment où Didi lui montre une vidéo de deux hommes en train de faire des bails et il lui dit, genre, yeux dans les yeux, c'est le chemin vers le succès dans la musique. Ensuite, voilà, là, c'est la débandade. Il lui confia la tâche de recruter des filles pour participer à ses off. Lil Rod se réveillait souvent avec des filles à côté de lui, mais aussi Didi à côté de lui. Et il se rappelait de rien, parce que les gens étaient drogués avec ou sans leur consentement. Après que l'album soit sorti et n'ayant vu aucune pépette dans son compte bancaire de la part de Didi, alors qu'il a travaillé avec lui pendant 2 ans, il porte plainte juste après Cassie. Voici un autre témoignage poignant. Une femme qui a porté plainte contre Didi apprend à Aubrey O'Day qu'elle aurait vu se faire V par Didi et son chef de sécurité alors qu'elle semblait inconsciente. Aubrey ne se rappelle de rien. Carrément, elle ne veut même pas savoir si elle a été V ou pas. Elle ne veut pas porter plainte contre Didi, réouvrir cette porte. Et franchement, je suis de tout cœur avec toutes les victimes qui ont le courage de porter plainte, mais je suis de tout cœur aussi avec toutes les victimes qui choisissent de ne pas porter plainte car elles n'ont pas la force ou car elles ne veulent pas revivre ça. Didi se fait enfin arrêter à New York en septembre 2024. Pour se défendre, Didi embauche une équipe de 8 avocats et embraye une véritable machine pour gérer son image afin de contrôler la narration autour de lui et de l'affaire dans la presse. En fait, partout. Il appelle toute personne pouvant témoigner en sa faveur comme Kelena Harper, le dernier tiers de Dirty Money, qui ne l'a pas fait, mais l'a tout de même défendu dans un post Insta. Alors que quelques semaines auparavant, elle avait demandé $5,000 pour embaucher de meilleurs avocats pour la garde de ses enfants, et ce bâtard a refusé. Deux des jurés au procès de Didi de mai 2025 ont pris le temps d'expliquer leur choix et confirment qu'ils ont pris la bonne décision à leurs yeux.
La première dit que l'histoire du kidnapping était trop rocambolesque pour que Didi fasse ça. Et que Capricorne était trop émotionnel. Alors que c'est littéralement un de ses traumas, mais bref. Elle dira aussi qu'ils avaient interdiction de le regarder, alors que juste après, avoue avoir vu qu'il avait les mêmes réactions qu'à la télé et qu'ils avaient les mêmes expressions au même moment. Mais du coup, ma belle, tu te contredis en fait. Hein. Non, tu vois pas que... Elle parlait comme une fan. Et le deuxième, franchement, lui, c'était le pire, car il justifiait et banalisait au calme la violence conjugale. Alors oui, il n'était pas jugé pour violence conjugale, mais en fait, ces violences prouvent que c'est un homme violent et qu'il est susceptible de faire des choses violentes. Dès que ces jurés parlaient, j'avais mes poils qui s'hérissaient. Ils n'ont absolument rien compris. Je comprends ainsi que mettre les jurés dans ce documentaire, c'était du génie. Didi a échappé à une réelle condamnation car les jurés étaient incompétents, bêtes et ignorants. Pour eux, une star ne peut pas kidnapper quelqu'un. Une star ne peut pas jouer au voyou. Les jurés sont censés être des semblables pour avoir un jugement équitable. Mais justement, ils n'étaient pas les pères de Didi, PAIRS, car pour eux, ce n'est pas la normalité d'entendre ces choses-là. Donc, ils ne pouvaient même pas le concevoir. En plus de ça, les jurés n'étaient pas séquestrés pendant le procès. Ainsi, ils étaient tous susceptibles de tomber dans la propagande de Didi. Comme on a pu tous le voir dans l'affaire O.J. Simpson, ça peut littéralement changer le verdict d'un jugement. Là oui, quand tu manipules les gens. Et on finit avec une nouvelle déchirante. Cassie ne fut pas la première à porter plainte contre Didi. En 2003, 20 ans plus tôt, Kirk Burroughs l'avait déjà fait. Il a porté plainte contre Didi pour coercition physique, racket et l'accuse d'avoir orchestré le meurtre de Tupac. Déjà à l'époque, la plainte a même été labellisée en RICO. Il a été témoin et victime d'agressions sexuelles de la part de Didi. Kirk a essayé. Il a fini fauché, SDF et blacklisté. À l'époque, ça a été vu comme un mensonge et sa plainte a été rejetée. Et pourtant, même presque près de 30 ans plus tard, il continue d'avoir le courage d'en parler. Si tu n'as pas vu le documentaire, je te conseille d'aller le voir directement. C'est une plongée dans la personnalité du monstre qu'est Sean Combs, un manipulateur sans la moindre once d'âme en lui. Suite à la sortie de ce documentaire, Didi accuse Netflix d'avoir volé des images à son insu. Alors que la réalisatrice Alexandria Stapleton a eu certaines images car Didi adore se filmer depuis qu'il a 19 ans. Il adore également ne pas payer les caméramans, dont celui qui l'a filmé avant de se faire arrêter. Et du coup, c'est comme ça qu'elle a obtenu les images de manière légale. Ouais, si tu payes pas les gens, normal qu'ils se fassent payer par quelqu'un d'autre. De plus, Didi préparait une plainte pour réclamer $1 milliard à Netflix pour ce docu-série. Bonne chance avec ça, MDR. Les gens autour de lui restaient en croyant que Didi allait être leur tremplin économique, alors qu'il ne payait son père. C'est clairement comme ça qu'il est devenu aussi riche. Qu'en est-il de 50 Cent et ses raisons qui l'ont motivé à produire ce documentaire? Pour certains, ce documentaire est l'occasion pour lui de fracasser une bonne fois pour toutes la carrière de son Nemesis et se positionner en tant que rare personne très importante dans l'industrie qui prend la parole. Justement, il y a à ce sujet, You know, if I didn't say anything, you could assume that all of hip-hop culture is comfortable with his actions. Propos prononcés dans une interview diffusée sur NBC News, l'une des rares chaînes à être diffusée dans les prisons aux États-Unis. Alors là, on insiste à un niveau de troll encore jamais atteint dans l'histoire du troll. Et la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai jamais vu 50 être aussi heureux. Non, j'ai jamais vu toutes ses dents. Hein. Alors que lui-même n'est pas un enfant de cœur. Loin de là. Il a notamment été accusé de violence conjugale par le passé. Alors oui, c'est probablement une vendetta personnelle mêlée à du business. À beaucoup de business. Mais il fallait le faire. De plus, l'exécution fut impeccable. En choisissant Stapleton qui a fait un travail incroyable. Et surtout, en faisant en sorte que 50 Cent ne soit pas dans le documentaire. Et que ce soit d'autres personnes de la vie de Didi qui témoignent et qui racontent l'histoire. La narration, incroyable. Aussi, il y avait un autre détail que je voulais souligner, c'est que au début et à la fin de chaque épisode, la peine que Didi a eue est affichée. Plus les épisodes défilaient, plus sa peine semblait ridicule par rapport à tout ce qu'il a fait. En vrai, j'espère que ce documentaire permettra de faire bouger les choses, comme on a pu le voir avec d'autres affaires. Parce que la vie, son callback n'a pas été assez pris à mon goût. Depuis sa cellule, Didi le Fou aurait pris le temps d'envoyer des fleurs funéraires à 50. Une menace de mort à peine déguisée. Mais bon, 50, il s'en bat les steaks. Je terminerai par souligner que ce documentaire a fait quelque chose de très fort. Il a touché au point fort de Didi, son branding. C'était son bouclier pendant des décennies, aujourd'hui réduit en miettes. Et
il était temps. Maintenant, à toi de jouer. Est-ce que t'as vu le documentaire? Si oui, qu'en as-tu pensé? Sinon, quelle révélation t'a le plus choqué? Ou même que tu savais déjà? En vrai de vrai, si t'es OP sur l'affaire Diddy, 90% des choses dans le documentaire, tu le savais déjà. C'est vraiment pour les gens qui étaient à l'affût. Perso, moi, c'est la révélation où Diddy prend les sous de Biggie pour payer ses propres funéraires. Ça, j'étais comme ça. Genre, j'ai vraiment mis pause et je suis restée comme ça. En tout cas, on se retrouve dans les commentaires pour en parler. Gros bisous, cordialement, Tendo.